Bonjour à toutes et à tous et merci de rallier Eden TV. Dans l'actualité ce jour, la publication du calendrier électoral dans le cadre de la présidentielle. C'était ce lundi en présence des acteurs politiques impliqués dans l'organisation du scrutin. À suivre, la tournée nationale de l'édition de compte du chef de l'État. Le président Patrice Talon était en début de cette semaine au contact des populations de la commune de Tanguieta. Et puis hors des frontières du Bénin, inquiétude et effarement aux États-Unis à seulement 8 jours de l'investiture de Joe Biden. Les renseignements américains craignent de nouvelles mobilisations des partisans de Donald Trump partout dans le pays dès le week-end prochain. Bienvenue à nouveau et merci de votre attention. Dépôt de candidature, campagne électorale, premier et second tour, proclamation des résultats provisoires et définitifs. L'on en sait davantage sur les grandes phases du processus électoral qui nous fera connaître le prochain président de la République du Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public ce lundi 11 janvier 2021 le calendrier électoral de la présidentielle de cette année. Samson Oké et Jean-Baptiste Boko pour les précisions. Le calendrier électoral pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin est désormais rendu public. C'est à travers une cérémonie de lancement officielle tenue ce 11 janvier 2021 à Cotonou. Pour le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, ce calendrier est le fruit de réflexions, de plusieurs concertations entre les membres des différentes institutions impliquées dans l'organisation de cette élection selon les tests de la République. À l'issue de ces concertations, la Sénat a élaboré le calendrier électoral de la présidentielle du 11 avril 2021 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion publique nationale et internationale dans un souci de transparence. La cérémonie de ce jour marque le début du déroulement des 17 activités principales inscrites dans ce calendrier électoral. La publication du calendrier électoral marque ainsi l'enclenchement du processus qui nous conduira à la tenue le 11 avril 2021 du premier tour de l'élection et éventuellement au second tour le 9 mai 2021. Le processus électoral est ainsi lancé au Bénin, un processus au bout duquel le nouveau président de la République qui sera élu prêtera serment le 4e dimanche du mois de mai, soit le 23 mai 2021 selon les modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990 en novembre 2019 par les députés de la 8e législature. Restons toujours avec l'équipe de Samson Oké et je vous propose maintenant de suivre les précisions de la vice-présidente de la Sénat, Mme Geneviève Boko-Nadjor, toujours à propos du calendrier électoral. Nous sommes le 11 janvier 2021 et nous publions le calendrier électoral ce jour. C'est la première activité du processus qui se décline en 17 activités principales. Ensuite, nous allons mettre à la disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Le processus démarre demain et va s'achever le 31 janvier 2021. L'acteur principal, c'est la Sénat. Nous allons publier la liste des pièces à fournir par les candidats à l'élection présidentielle à partir du 12 également. Cette activité va s'achever le même jour par la Sénat. Nous allons publier et afficher la liste électorale permanente informatisée l'EPI du 27 janvier au 10 février 2021. Cette publication sera suivie de l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle. Ce sera du 1er février au 4 février 2021. Nous allons recevoir
officiellement la liste électorale permanente informatisée l'EPI actualisée le 10 février 2021, conformément au code électoral. Nous allons publier à partir du 10 février jusqu'au 15 février 2021 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle. Cette publication sera suivie d'une publication définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 22 au 23 février 2021. Nous allons ensuite remettre le spécimen du bulletin unique aux candidats en liste le 22 février 2021. Puis va démarrer la campagne électorale du 26 mars au 9 mars 2021, pendant 15 jours. Du 26 mars au 9 avril 2021. Cette campagne sera bien entendu suivie du déroulement du scrutin, du premier tour du scrutin, le 11 avril 2021. Nous allons publier les résultats provisoires du premier tour du scrutin à compter à partir du 13 avril jusqu'au 15 avril. On se donne une marge de 48 heures. Il y aura ensuite la proclamation et la publication des résultats définitifs du premier tour des élections entre le 20 et le 25 avril 2021 par la Cour constitutionnelle. Au cas d'un second tour, la campagne commencera du 26 avril pour s'achever le 7 mai 2021. Nous aurons le déroulement du deuxième tour du scrutin le 9 mai 2021. Il y aura la publication des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection par la Sénat entre le 11 et le 13 mai 2021. Et puis la boucle sera bouclée par la proclamation définitive des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, le cas échéant, par la Cour constitutionnelle entre le 18 et le 23 mai 2021. Voilà donc déroulé l'ensemble de notre calendrier électoral. Politique encore, Tanguieta est la 69e commune que parcourt le chef de l'État Patrice Talon, et ce depuis le 12 novembre dernier dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Dans cette localité de la chaîne montagneuse de l'Atakora, les citoyens adhèrent aux réformes en cours dans ce pays depuis avril 2016. Dimanche 10 janvier dernier, populations et élus communaux l'ont fièrement signifié au chef de l'État. Frédéric Espoir-Romambou pour les précisions. Venues des 39 villages administratifs, les populations de Tanguieta sont sorties massivement pour exprimer leur gratitude au chef de l'État. En effet, grâce au programme d'action du gouvernement, une attention particulière est accordée à la commune qui est redevenue une des attractions les plus prisées du tourisme. La cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Mais au-delà, plusieurs besoins sont encore bien vivaces et le maire Boukari Zakaria les a relevés au cours de la rencontre avec le chef de l'État. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tanguieta a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régional. Les réseaux de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Des difficultés que le chef de l'État reconnaît. Mais ces difficultés seront bientôt conjuguées au passé avec les programmations faites dans ce sens, dit-il. Il y a deux secteurs dans lesquels l'épreuve est de taille, l'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures, nous manquons d'équipements dans les infrastructures, nous manquons de personnel. Mais ça vient à partir de 2021, vous verrez que les promesses et les engagements
pour accompagner les fonctionnements des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Peu à peu donc, Patrice Talon égrène les dernières communes du pays, confirmant sa notoriété auprès des populations. L'actualité se poursuit bien loin de la République du Bénin et l'inquiétude s'enfle davantage aux États-Unis à seulement 8 jours de l'investiture de Joe Biden. Les renseignements américains craignent de nouvelles mobilisations des partisans de Donald Trump partout dans le pays dès ce week-end. Jusqu'à 15 000 soldats seront déployés dans la capitale, c'est du moins ce qu'a annoncé le Pentagone, une crainte amplifiée par la démission du ministre de l'Intérieur et, pendant ce temps, les démocrates ont lancé la procédure de destitution. Report. Le texte de mise en accusation rédigé par les élus démocrates pour tenter de destituer Donald Trump est déjà prêt. Il devrait être envoyé cette semaine au Sénat après le vote de la Chambre des représentants. Le but, écarter définitivement Donald Trump du pouvoir. Il peut seulement accorder son propre pardon pour des délits fédéraux. Il ne peut pas s'innocenter pour des délits d'État et c'est pourquoi il est mis en examen dans l'État de New York. Et c'est l'une des motivations que les gens ont pour préconiser un impeachment. Eh bien, j'aime le 25e amendement parce que ça nous débarrasse de lui. Il n'est plus en fonction, mais il y a un fort soutien au Congrès pour mettre en accusation le président une seconde fois. Le texte reproche à l'actuel président des États-Unis d'avoir mis en danger la sécurité du pays lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Une procédure de destitution qui vise aussi à juger Donald Trump, même après la fin de son mandat, dans le but qu'il ne puisse plus être candidat à une élection présidentielle. Une manœuvre qui a donc lieu quelques jours avant la cérémonie d'investiture de Joe Biden, qui serait, selon certains documents du FBI, menacée par de nombreuses manifestations dans le pays. Une situation qui n'inquiète pas le président élu. Je n'ai pas peur de prêter serment en plein air et je me fais briefer. Je pense qu'il est essentiel de veiller très sérieusement à ce que les personnes qui se sont livrées à l'insurrection et qui ont menacé la vie de personnes, qui ont souillé la propriété publique, qui ont causé de grands dégâts, soient tenus pour responsables. Et l'inquiétude gagne du terrain aussi dans le camp du président républicain. Hier, le ministre par intérim de la Sécurité intérieure a présenté sa démission. Une cérémonie d'investiture qui devrait donc se dérouler dans un contexte particulièrement tendu. Le Pentagone a autorisé le déploiement de 15 000 soldats de la garde nationale à Washington. Donald Trump a déjà confirmé son absence lors de la cérémonie d'investiture. Une bonne chose, a estimé Joe Biden. Malgré la menace de destitution de Donald Trump, le président reste très actif sur les réseaux sociaux. On a vu l'actuel locataire du bureau ovale qui a inscrit les rebelles de Yémen sur sa liste noire du groupe terroriste. Une décision qui complique le souhait de Joe Biden de renouer le dialogue avec l'Iran. C'est un cadeau de départ empoisonné que l'administration Trump laisse au Yémen. Des sanctions américaines qui entreront en vigueur le 19 janvier, la veille de la prise de fonction du nouveau président. Objectif avancé par Washington, lutter contre le terrorisme et l'influence de l'Iran dans le pays. Les désignations visent à tenir Ansar Allah responsable de ces actes terroristes, y compris les attaques transfrontalières, menaçant les populations civiles, les infrastructures et la navigation commerciale. Elles visent également à faire progresser les efforts pour parvenir à un Yémen pacifique, souverain et uni, à la fois exempt d'ingérence iranienne et en paix avec ses voisins. 3 dirigeants du groupe rebelle sont également désormais inscrits sur cette liste. Une décision fermement condamnée par les responsables houthis. Je pense que les négociations seront grandement affectées par cette décision. Aujourd'hui, les États-Unis veulent bloquer toute voie menant à l'arrêt de l'agression contre le Yémen et aux négociations.
Le groupe rebelle contrôle actuellement le nord-ouest du Yémen et sa capitale, Sanaa. L'Iran, grand ennemi de Washington, lui sert d'appui politique majeur. De son côté, le royaume saoudien, à la tête d'une coalition militaire, soutient le gouvernement yéménite face aux Houthis. C'est donc sans surprise que Riyad a salué la décision américaine, tout comme le gouvernement d'Aden soutenu par le royaume saoudien. À l'inverse de Téhéran, qui voit dans cette liste noire un processus ayant perdu toute légitimité. Après de nombreuses années de bombardement du Yémen, ils ont aujourd'hui atteint un point où ils doivent cacher leur incapacité derrière de telles actions qui sont vouées à l'échec. Le temps est maintenant loin où ils devront venir négocier avec des groupes responsables et complètement nationaux dans différents pays, y compris le Yémen. Ces actions n'ont aucune valeur sérieuse dans les derniers jours du régime américain à la Maison-Blanche. Pour de nombreuses organisations, Donald Trump cherche à frapper un grand coup diplomatique contre l'Iran, avant l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, qui a affirmé vouloir renouer le dialogue avec la République islamique. Un dialogue que ces sanctions rendent désormais plus difficile, ce qui ne manque pas d'inquiéter la population yéménite. Au Yémen, nous espérons que les États-Unis et d'autres pays pourront soutenir les efforts de l'envoyé des Nations Unies pour apporter la paix. Mais la décision de désigner les rebelles Houthis comme groupe terroriste rendra les choses plus compliquées. Si les rebelles Houthis sont inscrits sur la liste des groupes terroristes, cela augmentera les souffrances des civils au Yémen. Les organisations humanitaires cesseront leur travail et l'aide humanitaire diminuera considérablement, à l'exception des organisations qui ont déjà cessé leur travail au Yémen il y a un certain temps. Si cette déclaration est adoptée, elle provoquera une énorme crise humanitaire et les civils en paieront le prix. La peur d'une aggravation de la crise humanitaire est également partagée par l'ONU, qui craint des effets négatifs sur l'importation de denrées alimentaires, et ce, au pire moment. Le pays est frappé par la famine depuis 2014 et le début du conflit, une crise sanitaire qui a déjà fait au moins plusieurs dizaines de milliers de victimes. Dans la suite de ce point de l'actualité sur Eden TV, en plein regain épidémique en France avec la nouvelle variante britannique de la Covid-19, eh bien la question de la réouverture des écoles refait surface. Il n'est pas question de les fermer selon le ministre de l'Éducation qui s'est exprimé à ce propos. Une décision qui diffère drastiquement de celle de plusieurs autres pays européens. Il y a plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école. Jean-Michel Blanquer persiste et signe. Le ministre de l'Éducation nationale garde son cap inchangé depuis le début de la pandémie. Accusé de ne pas avoir retardé la rentrée scolaire en raison de la situation sanitaire toujours très préoccupante, il s'est défendu d'avoir mis en danger les enfants après l'apparition en France du variant britannique du Covid-19. Ne pas aller à l'école nuit énormément aux enfants sur le plan éducatif, social et même sur le plan sanitaire. Cela peut être très négatif sur les plans psychologiques et physiques. Nous devons sans arrêt, durant toute cette crise, avoir comme première priorité les enfants, les adolescents et les jeunes, parce que ce qu'ils vivent peut obérer leur futur si nous n'y prenons garde. Mais pour penser au futur, encore faut-il assurer le présent. Le virus continue de se propager dans l'Hexagone. Le nombre de cas positifs tourne autour de 20 000 depuis plusieurs jours. L'objectif, c'est de maintenir le plus possible les enfants à l'école. Notre boussole, c'est de dire que la dernière chose qu'il y aurait à fermer en cas de durcissement des mesures, c'est l'école. Le milieu scolaire n'est pas plus contaminé que le reste de la société. Sauf que voilà, en situation d'école ouverte, les 12-16 ans ont 7 fois plus de risques que les plus de 17 ans d'introduire le Covid-19 au sein d'un foyer. C'est la conclusion d'un récent rapport des Sages, un groupe d'experts scientifiques, et c'est loin d'être la seule étude en ce sens. La dernière en date est suisse. Elle affirme que la fermeture des écoles au sein du pays a drastiquement réduit la transmission du virus. La fermeture des écoles a réduit la mobilité de 21,6%. Notre analyse confirme que la fermeture des écoles est une mesure qui permet de réduire la vitesse de circulation du virus par la réduction des déplacements. L'équipe de chercheurs suisses a analysé 1,5 milliard de mouvements entre le 10 février et le 26 avril 2020. Pour ce faire, elle a utilisé des données des opérateurs mobiles helvétiques pour évaluer l'impact des mesures contre le Covid-19 sur la mobilité.
Si les écoles sont fermées, on peut espérer un grand changement dans les comportements. Non seulement les enfants restent à la maison, mais ça implique aussi parfois un changement pour les parents. Un changement pour les parents, c'est peut-être là que le bât blesse pour l'État français. L'économie étant déjà en crise en raison de la pandémie, la fermeture des écoles pourrait empêcher de nombreux parents de poursuivre leur activité professionnelle, situation qui dégraderait davantage la situation économique. Est-ce ce qui a guidé les choix stratégiques du gouvernement ? Quoi qu'il en soit, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche et une vingtaine d'autres pays dans le monde ont préféré jouer la carte de la sécurité et ont fermé leur école. C'est en France que nous allons mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden TV. Un troisième confinement n'est pas exclu, mais il ne serait pas nécessaire pour le moment, selon Jean Castex. Il a affirmé ce lundi devant les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, du Sénat, et un conseil de défense est prévu demain mercredi. Le Premier ministre devrait, quant à lui, prendre la parole pour faire le point sur la situation jeudi. Le préfet n'interdit pas les déplacements par gaieté de cœur, c'est une mesure d'équilibre. Ça demande un peu de solidarité, de la patience. Les transports en commun ne provoquent pas de surrisque de contamination. La situation serait réévaluée si on avait une embellie. Et c'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci de l'avoir suivi. Prenez du plaisir à suivre nos éditions. Je vous rappelle que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bon appétit.